Chapitre 13. Vacances d'été. L'internat au collège d'Azila fut pour moi le paradis car j'avais enfin un lieu où dormir, un resto où manger et mes affaires scolaires épargnées. Je pouvais y rester même pendant les petites vacances. J'étais à la fois heureux et comblé. Point de coups de pied parentaux. Point de pain au rat. Point de piment suivi d'œufs au blanc gris. Ceux qui étaient internés malgré eux avaient du mal à comprendre mon bonheur. Ils me prenaient pour un fou et je ne pouvais point le leur expliquer. Les évadés qui se plaignaient des quelques coups de bâton, les vagabonds qui s'échappaient de chez eux à cause d'une gifle, les sniffeurs qui noyaient leur chagrin pour avoir reçu une fessée, me faisaient rire aux larmes. S'ils étaient tellement sensibles à ces mesquineries, avec ma marâtre ils se seraient suicidés. J'avais connu l'amitié pour la première fois de ma vie. Monsif était un garçon gai et studieux. Il arrivait à me faire rire même dans des situations impossibles. J'avais besoin d'un peu de joie dans ma vie d'enfant maltraité. Pendant les vacances, je l'accompagnais chez lui, dans un village aux environs de l'Arrache. Ses parents avaient une grande ferme au Sahel. Ils étaient très bons avec moi et me considéraient comme un des leurs. Monsif devait leur avoir bien parlé de moi. Je racontais à ce nouvel ami mes misères, mais pas toutes car j'avais honte de ce qu'il pouvait penser, lui et sa famille, de mon père qui était bien considéré dans la ville. Personne ne savait ce que subissaient les enfants du shérif. Malheureusement, l'été il fallait quitter les lieux pour les grandes vacances et je retournais à la maison le cœur serré. Mais quelle fut ma surprise quand je frappai à la porte et que personne ne répondit. Mon père, la marâtre et mon demi-frère étaient à la campagne. Je demeurais donc devant la porte close, avec mes bagages. Impossible de rester 2 mois et demi à attendre qu'ils rentrent. Je devais les rejoindre par mes propres moyens et leur village se trouvait à 30 kilomètres de Tanger. Pour s'y rendre, il fallait parcourir 20 kilomètres en autocar et 10 à pied. Inutile d'essayer de les rejoindre pendant le soir, la nuit pouvait me surprendre sur le chemin du village et les chiens de campagne n'étaient pas des toutous. J'étais condamné à passer la nuit quelque part et cela ne me faisait pas peur, j'en avais bien l'habitude. Après avoir déposé mes bagages chez l'épicier du coin, je partis à la redécouverte de ma ville natale, question de tuer le temps. Pour le dîner, je pris un bon bol de purée de fèves avec de l'huile d'olive et du cumin. Un vrai régal pour les 100 le sou. Passé 1 heure du matin, je retournai au quartier pour y passer la nuit. Là, j'étais moins exposé aux dangers nocturnes. Enfin, je le croyais. Guignard que j'étais, les choses allaient mal tourner pour moi, une estafette de police me ramassa avec les clochards et les voleurs. J'étais mineur et je n'avais pas de carte d'identité nationale. Personne ne me prêta l'oreille. La promenade fut longue. À chaque fois que l'estafette s'arrêtait, de nouveaux visages embarquaient. Il y avait même des filles. De jolies filles habillées à la mode. À moi, elles m'avaient paru être de bonne famille. Elles étaient propres et parfumées tandis que les garçons sentaient le vin ou la drogue. Tous ceux qui avaient offert résistance aux policiers avaient pris des gifles et des coups de pied. Je regardais ce spectacle, nouveau pour moi, en silence. Nous débarquâmes et prîmes place sur des bancs en bois dans le sous-sol du commissariat central. Nous passâmes à tour de rôle dans un petit bureau où on préleva nos empreintes. Les questions suivirent, évidemment. Ton nom et ton prénom? Ben Nana Ali. Ton âge? 15 ans. Ta profession? Collégien. Ton adresse? X rue de la Casbah. La profession de ton père? Fonctionnaire. Le policier leva enfin la tête et me fixa longuement avant de poursuivre. Que faisais-tu à pareille heure dans la rue? Tu n'as pas l'air d'un voyou. Je me mis alors à raconter le comment et le pourquoi de ma présence dans les rues de la ville à 1 heure aussi tardive. Tu peux passer la nuit chez nous à l'étage supérieur, si tu veux. Tu n'es pas de ceux que nous recherchons, dit-il avec un sourire rassurant. Merci, monsieur, répondis-je tout content de n'avoir pas à aller à la prison pour mineur. Le lendemain on me donna une réquisition pour l'autocar qui passait près du village. Les 10 kilomètres à pied allaient être une promenade. Un petit café vous recevait à l'entrée du village.
Très peu de chaises et de tables le meublaient. Il fallait donc s'adosser à un arbre et demander un verre de thé. Inutile de commander du café, on n'en servait pas. Le thé à la menthe était excellent malgré un goût trop sucré. Les abeilles étaient les premières à se servir. Cela leur coûtait souvent la vie car le breuvage était trop chaud. Tous les voyageurs qui descendaient ou montaient au village s'arrêtaient là pour prendre un peu de repos. Une agréable odeur de kiff et de menthe parfumait les lieux. Elle faisait partie des fragrances de la campagne. De l'huile d'olive, du thé et du pain de campagne. Tel était le petit déjeuner qu'offrait le service du café. Les croissants et les petits pains n'avaient pas preneur là où on mangeait tout le temps. Les sources naturelles étaient la cause de cette saine boulimie. Leur eau faisait effet de digestif. Les habits quotidiens des campagnards étaient des djellabas, pour les hommes et des haïks, pour les femmes. Tout était en laine. La laine donnait de la fraîcheur à leur robuste corps en été et de la chaleur en hiver. 2 heures de marche pour parcourir les 10 kilomètres. Des dizaines de rencontres avec des chiens hostiles. Une piste qui use les chaussures les plus robustes. Mais j'étais décidée à aller jusqu'au bout. J'aperçus de loin de la fumée sur le toit de notre maison de campagne. Ils étaient donc bien là. L'accueil fut aussi chaleureux que de coutume. Willy, Willy, dit la marâtre. Regardez qui arrive. Tu ne t'es pas égaré en route ? Je me baissai sur la main de mon père et la baisai sans lui répondre. Cette attitude la mit hors d'elle et elle s'écria. Ça grandit vite quand ça vit un an seul et sans éducation. On ne t'a pas appris les bonnes manières là où tu étais ? Mon père me fit signe de ne pas lui répondre et me demanda de le suivre. Nous marchâmes un bon moment avant d'entrer dans le mausolée de notre arrière-grand-père. Le sol était entièrement couvert d'un tapis de paille. Un gigantesque lustre en bronze pendait au-dessus du tombeau qui se trouvait au centre de la construction. Il était couvert d'un tissu vert sur lequel était écrit « Il n'y a pas plus que Dieu et Mohamed et son prophète ». C'était une sorte de mosquée où on pouvait faire sa prière. Mon père embrassa les 4 coins du tombeau, fit ses ablutions avec un ballonnet en fer qu'on pouvait trouver partout dans les coins. Cela remplaçait l'eau quand elle se faisait rare. Nous fîmes la prière de midi tous les deux. Nous étions seuls avec notre aïeul. Écoute mon fils. L'amour des parents est un devoir. Le paradis est sous les pieds des mères, dit enfin mon père pour briser son silence éternel. Je sais, père. Mais Hanan n'est pas ma mère. Elle l'est et je vais te le prouver. Peux-tu me dire combien d'années tu as vécu avec ta propre mère ? 4, 5 ans ? Dis-je au hasard. C'est bien 5 ans, fils. Et avec ta belle-mère ? 10 ans. Répondis-je. Tu vois. Tu as vécu le double avec ta belle-mère. Cela ne fait-il pas d'elle ta maman ? Non. Répondis-je. Bon. Je vais essayer de te faire comprendre autrement. Que fait une maman pour ses enfants ? Elle les nourrit, les couvre, prend soin d'eux, les aime, dis-je. Et Hanan, ne t'a-t-elle pas nourri, couvert, pris soin de toi ? En effet, elle m'a bien nourri avec des piments piquants et du pain au ras, m'a couvert de coups et soigna ma jambe malade avec de l'eau de javel, répondis-je. Je sentis qu'il perdait patience. Je dois lui avoir un peu manqué durant mon absence pour qu'il ait pris la peine de se comporter comme un père. Il continua d'une voix douce comme pour m'amadouer. Le cœur mon fils, personne ne peut en voir sa couleur. Mais moi oui, j'ai pu voir celui de ta seconde mère. Je n'ai ni première ni seconde mère. Le chitan mon fils, c'est le chitan qui se joue de ta petite cervelle. Tu dois le maudire en ce saint lieu. Que le chitan soit maudit. Bien, mon fils. Tu as bien fait de le maudire car c'est lui qui sème la discorde entre les hommes. Non, père. Le chitan n'y est pour rien. Comment cela, pour rien ? Le chitan ne m'a jamais fait de mal, à ce que je sache. Mais ma marâtre, oui. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je dis que si le chitan existe alors il est à l'image de Hanan. Hanan est une femme douce, aimante. Peut-être pour toi, père. Pas pour moi,
ni pour ma sœur. Quand on aime, on ne peut haïr. Je doute qu'elle sache aimer. Ne dis pas de sottises, fils. Je dis la vérité. La vérité est relative, c'est les savants qui le disent. Elle est exacte quand une âme qui souffre la dit. Pourrais-je espérer une réconciliation de votre part? En ce qui me concerne, je ne demande que cela. Je verrai ce que je pourrai faire, mais sois gentil avec elle et ne la contrarie pas. C'était l'heure du déjeuner, nous partageâmes, mon père et moi, le repas qu'elle lui avait préparé.